Samedi 1er août 1914, 4 heures de l'après-midi, toutes les cloches firent entendre un sinistre tocsin. La France entrait en guerre. Lundi 11 novembre 1918, 11 heures, toutes les cloches de France sonnèrent à la volée. La guerre 14-18 était terminée. Pourquoi cette guerre? Dans quel but? Au profit de qui? Pour quel résultat? Souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. En 1914, la carte de l'Europe ne ressemblait pas à celle d'aujourd'hui. 5 pays la dominaient. La Grande-Bretagne et l'Empire allemand étaient deux grandes puissances économiques et industrielles. La France et l'Autriche-Hongrie avaient développé des industries, mais l'agriculture restait importante. Tandis que la Russie était un pays très agricole. De plus, certains étaient des empires coloniaux. L'Empire britannique couvrait 1/6 du monde, s'étendait sur tous les continents, était le premier empire colonial au monde. L'empire colonial français se situait principalement en Afrique. L'Allemagne ne possédait que très peu de colonies. Ces pays avaient conclu des alliances militaires, la Triple Entente, Royaume-Uni, France et Empire russe, la Triple Alliance, Empire allemand, Empire austro-hongrois et Italie. Leur régime politique était différent. La France et la Grande-Bretagne avaient des régimes parlementaires. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie avaient des régimes autoritaires. En France, Raymond Poincaré était président de la République. George V était roi du Royaume-Uni, mais un roi sans pouvoir. Guillaume II était empereur d'Allemagne. Nicolas II était tsar de Russie. François-Joseph Ier était empereur d'Autriche-Hongrie. Certains d'entre eux étaient liés par le sang ou les mariages. George V, Guillaume II et Nicolas II étaient cousins. Pourquoi la guerre? Des rivalités politiques existaient entre ces pays pour imposer leur puissance en Europe. Guillaume II désirait concurrencer les Britanniques sur les mers et contrôler les routes maritimes. La course aux armements, lancée de la fin du XIXe siècle, dont l'issue ne pouvait être que la guerre, profitait aux industriels. Certains d'entre eux pensaient qu'une guerre détournerait les ouvriers de leurs revendications. Des ouvriers qui n'avaient aucune raison de revendiquer. Ils travaillaient seulement 2 fois plus qu'aujourd'hui et pour un salaire de misère. En dessous de 12 ans, le travail était théoriquement interdit. Des rivalités coloniales entre les empires français, britanniques et allemands en Afrique. L'Allemagne voulait une part plus grande du gâteau. Des conflits entre États et minorités ethniques dans les Balkans, marqués par la lutte d'influence que se livrait l'Autriche-Hongrie et la Russie autour de cette région.
Des militaires va-t-en-guerre, avides de gloire et de galons. Des plans de guerre avaient été établis depuis longtemps. Le plan Schlieffen, 1905, prévoyait une attaque massive et rapide des Allemands par le Luxembourg et la Belgique, en violation de la neutralité belge pour contourner l'armée française concentrée à l'Est. Le plan 17, 1913, prévoyait la mobilisation et la concentration des forces françaises à l'Est pour bloquer les troupes allemandes et récupérer l'Alsace et la Lorraine, ou plutôt l'Alsace et la Moselle, détachées de la France et annexées par l'Empire allemand en 1871 par le traité de Francfort après la défaite de la France en 1870. La poudrière était prête, il ne manquait que l'étincelle. 1914, le début du conflit et la première guerre de mouvement. 28 juin, l'archiduc François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse sont assassinés par un nationaliste serbe. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances se met en place. 30 juillet, la Russie, soutien de la Serbie, mobilise et concentre ses troupes à la frontière austro-hongroise. 31 juillet, le leader socialiste Jean Jaurès est assassiné pour avoir dénoncé, tour à tour, l'égoïsme des classes dirigeantes, les dangers du nationalisme et du militarisme et la paresse des diplomaties visiblement résignées à la guerre. Samedi 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. À 16h, toutes les cloches de France firent entendre un sinistre tocsin, la France mobilisée, y compris ses troupes coloniales. Si de rares cris d'enthousiasme se firent entendre, surtout dans les villes, partout ailleurs, domina la surprise, le saisissement, la tristesse, faisant place peu à peu à la résignation, à la résolution. Faire son devoir. Beaucoup se saoulèrent. Parmi les mobilisés, beaucoup étaient des paysans, donc partir en pleine période de moisson et bientôt de vendange était un crève-cœur. Certains voulaient encore croire que la mobilisation générale n'étant pas la guerre, celle-ci ne serait pas déclarée. Beaucoup pensaient aussi que la victoire serait facile et rapide pour leur pays. De l'avis général, tout serait fini à Noël. La propagande, affiches, cartes postales, journaux, etc. fut utilisée pour discréditer l'ennemi et mobiliser les populations. 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. 4 août, à l'aube, les Allemands franchissent la frontière germano-belge. Contre toute attente, la Belgique résiste. La Grande-Bretagne, qui garantissait la neutralité belge, entre en guerre. 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. La boucherie pouvait commencer. 14 au 25 août, bataille des frontières. Elle désigne la série d'affrontements entre les troupes allemandes, franco-britanniques et belges, le long des frontières franco-belges et franco-allemandes. Le 22 août sera le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. 27 000 Français perdirent la vie. L'armée française recula sur près de 200 km. Le 2 septembre, les Allemands étaient à Meaux, à 45 km de la capitale.
le clairon sonne la charge, les zouaves vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend, on les guette, on les attend. Le clairon est un vrai brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon, Il allume de bataille et porte plus d'une entaille, depuis les pieds jusqu'au front, depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa fière trompette, n'eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur, le courage monte au cœur. On court, on arrive, et la fusillade est vive, et les autres sont à droite. On marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge, tombe frappé sans recours, Mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule, suspend un instant la mort. Et de celle affolée, précipitant la mêlée, le vieux clairon sonne encore, le vieux clairon sonne encore. Il est là couché sur l'herbe, dédaignant blessé superbe, tout espoir et tout secours. Et sous sa lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne toujours, il sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyant la charge lancée, et les zouaves bondissent. Alors le clairon s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir, il achève de mourir. 5 au 10 septembre, première bataille de la Marne. La contre-offensive franco-britannique sur tous les fronts de la Marne, entre Paris et Verdun, stoppa la progression allemande. Près de 630 taxis parisiens furent réquisitionnés afin d'accélérer le transport de troupes vers le front. « 11 octobre au 30 novembre, première bataille d'Ypres ou course à la mer. Les Allemands engagèrent une bataille pour s'emparer de la Manche, empêcher tout débarquement des troupes britanniques et stopper l'approvisionnement en provenance de Grande-Bretagne. Le 29 octobre, les Belges laissèrent ouvertes à marée haute les écluses de Newport, provoquant ainsi l'inondation de la rive droite de l'Isère et bloquant le passage de l'armée allemande vers Dunkerque. La guerre de mouvement faisait place à la guerre des tranchées. Noël arrivait et ce n'était pas fini.
Le conflit s'enlisait dans une guerre de position s'étirant de la mer du Nord au Vosges, sur 750 km. Les soldats qui s'étaient précipités dans la guerre commençaient à réaliser dans quel bourbier leur chef les avait entraînés. Cette situation allait durer 4 longues et terribles années. 1915, l'enlisement. Bien décidés à garder leur conquête et à contrôler des régions économiques majeures, en particulier l'ensemble des bassins miniers belges et le principal gisement charbonnier français, le bassin du Nord-Pas-de-Calais, les Allemands entreprirent de creuser un réseau de tranchées sophistiquées, souvent sur des hauteurs, aussi infimes soient-elles pour l'avantage stratégique qu'elles procuraient. Les Alliés, à leur tour, s'enterrèrent dans des tranchées plus rudimentaires. La guerre de mouvement faisait place à la guerre de position ou guerre des tranchées. Après un pilonnage d'artillerie, les hommes en première ligne se jetèrent dans le No Man's Land, recouverts d'un réseau de barbelés et de chevaux de frise, pour conquérir la première ligne adverse située à quelques dizaines de mètres. Ces assauts, sous le déluge de feu des mitrailleuses, se soldaient le plus souvent par la mort. La stratégie du grignotage fut un échec total. Première offensive d'importance depuis la course à la mer, la première bataille de Champagne fut menée par les troupes franco-britanniques du 14 décembre 1914 au 17 mars. La seconde bataille d'Ypres, des 22 avril au 25 mai, fut déclenchée par les Allemands pour prendre la ville d'Ypres. Lors de cette bataille, ils utilisèrent pour la première fois des gaz asphyxiants contre les soldats français, anglais et canadiens. Le 7 mai, le paquebot britannique Lusitania, en provenance de New York, fut coulé par un sous-marin allemand, causant la mort de 1200 personnes, dont une centaine d'Américains. La seconde bataille de l'Artois, offensive franco-britannique des 9 mai au 19 juin.
Offensive française en Argonne, des 20 juin au 4 juillet. La seconde bataille de Champagne, lancée par les Français le 25 septembre, après un tir de 1100 pièces d'artillerie durant 3 jours, prendra fin le 6 octobre. Le front n'aura progressé que de 3 à 4 km. Les Français auront perdu de nombreux hommes, tués, blessés ou faits prisonniers. Les combats les plus violents dans les Vosges eurent lieu au cours de l'année 1915. On estime qu'environ 25 000 soldats y laissèrent la vie pour un résultat insignifiant pour les deux camps.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Tant dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur tous les Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qui n'ont pas de flingot, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme, quand dans la tranchée, ils passent la journée par les petits créneaux, ils envoient aux boches des pruneaux. Puis ils se reposent, pensent à des tas de choses qui leur font créneau, passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme. À ce moment c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme, et comme prière du soir, ils disent bon Dieu fais-nous donc voir une femme. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Dites-nous donc la belle, où est votre mari? Dites-nous donc la belle, où est votre mari? Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Que donneriez-vous belle pour avoir votre ami? Que donneriez-vous belle pour avoir votre ami? Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Les tours de Notre-Dame et clochers de mon pays. Les tours de Notre-Dame et clochers de mon pays. Et ma jolie colombe pour avoir mon ami. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. L'année 1916 sera celle des grandes offensives de Verdun et de la Somme, où des masses de poilus furent engagés après d'intenses préparations d'artillerie.
Ces grandes offensives se solderont par des centaines de milliers de morts sans donner de résultats. L'offensive allemande sur Verdun débuta le 21 février par un déluge de feu sur les forts de Verdun et ses tranchées, où étaient tapies 3 divisions françaises. Puis l'infanterie allemande monta à l'assaut, certains soldats étant équipés d'un lance-flammes, terrible arme pour la première fois utilisée. Le 25 février, l'île a mis en place de la rotation rapide des unités françaises via la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun. Le 22 juin, apparition des terrifiantes bombes aux phosgènes, un gaz mortel en quelques secondes.
1er juillet, début de la première bataille de la Somme. Cette offensive anglo-française était destinée à soulager le front de Verdun. Avant l'assaut, les sapeurs britanniques firent sauter des mines énormes sous les lignes allemandes. Le 15 septembre vit l'apparition pour la première fois de chars d'assaut par les Britanniques, le Mark I. La première bataille de la Somme prit fin le 18 novembre et se solda par un échec sanglant. Pour un gain dérisoire de 10 km, 400 000 Britanniques furent tués ou blessés, ainsi que 200 000 Français et 450 000 Allemands.
quelques doigts planés sur la vie, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. La bataille de Verdun prit fin le 18 décembre. Elle aura duré 10 mois. 60 millions d'obus furent tirés. Le soleil brille partout, le canon donne. Jeunes héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri que porte là-bas les échos des vents de la Meuse. Halte-là, on ne passe pas, plus de manque, plus d'arrogance, fuir la base et la guerre. C'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Les ennemis s'avancent avec rage, énorme flot d'un vivant océan, semant la mort partout sur son passage, ivre de bruit, de carnage et de sang. Ils vont passer en relevant la tête, un officier dans un suprême effort, quoique mourant, qui a la baïonnette, hardi brigand, debout les morts. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri que porte là-bas les échos des vents de la Meuse. Halte-là, on ne passe pas, plus de manque, plus d'arrogance, fuir la base et la guerre. C'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Mais nos enfants, dans un élan sublime, se sont dressés et bientôt lèvent le doigt. La rage au cœur appuie sans son cri, vit disparaître son suprême espoir. Les gris corbeaux devant la meute française tombent sanglants, c'est le dernier combat. Pendant que nous chantons la Marseillaise, les assassins fuient devant les soldats. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri que porte là-bas les échos des vents de la Meuse. Halte-là, on ne passe pas, plus de vent.